Je pense qu'on va commencer. Alors, salam alaikum, je suis Saad Ben Sallam. Je serai chargé de cette partie du module de géologie. Normalement, on aurait dû programmer quelques séances de TP de Pétro, mais malheureusement, les conditions ne permettent pas. Alors, ce module de géologie de l'ingénieur est une continuité de la géologie générale avec une application destinée au génie civil. Donc, en gros, la géologie de l'ingénieur, c'est l'application des éléments de base de la géologie en y intégrant certains aspects physiques reliés au fluide et reliés au solide. Quand je dis fluide et solide, je fais référence au comportement des fluides et au comportement des solides. Donc, ce qui s'est opéré dans le passé, c'est exactement ce qui est en train de se réaliser actuellement. Et c'est exactement ce que aura lieu dans le futur, du point de vue comportemental. Donc, c'est cet aspect figé du comportement qui nous permet de prédire les soi-disant risques liés à la nature. Donc, lorsqu'on parle de géologie, on parle de nature de roche, de formation de roche, de destruction de roche et de transformation de roche. Tout ça à partir d'une lave qui provient des profondeurs de la Terre. Cette lave, lorsqu'elle se met en place, elle se met en place en appliquant des contraintes, des pressions, part et d'autre sur la roche traversée par ce liquide. Ces contraintes, elles mènent à une déformation des roches existantes. Et c'est cette déformation des roches existantes en surface, c'est ce qui donne un aspect en relief dans la partie continentale. Donc, ces aspects qui sont tout à fait naturels, l'homme, il a cherché à les adopter et à les adapter à son besoin. Normalement, l'homme, il exploite uniquement la partie superficielle de la croûte terrestre. Au maximum, il descend jusqu'à une centaine, voire un millier de mètres sous le terrain naturel pour son exploitation. Donc, on va s'intéresser uniquement à la partie superficielle. Cette partie superficielle, comme vous avez pu le voir précédemment, peut être constituée soit de matériaux rocheux, des roches de nature différente, compactes, ou meubles. Lorsque la roche elle est compacte, cette roche elle peut être de nature différente, elle peut présenter des fracturations ou une structure différente. Et lorsqu'elle est meuble, là aussi, elle peut présenter des natures très très différentes. Automatiquement, qui dit nature et structure différentes dit comportement différent. Donc, quelle que soit notre position en surface, lorsque on veut occuper un espace, on va construire dessus, par exemple, un immeuble ou n'importe quelle structure. Cette structure à construire, elle va appliquer des contraintes sur ce site. Donc, le site doit obligatoirement réagir à cet état de contrainte. Et donc, il y aura une réponse qui est en fait un comportement du sol. Ce comportement du sol directement sous la structure. Pour l'étudier, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la géotechnique ou bien la mécanique des sols. La mécanique des sols, c'est la science qui s'intéresse à l'étude du comportement des sols et du comportement des roches. Mais rappelez-vous, j'ai bien dit qu'on va étudier le comportement uniquement sous la structure. Par contre, notre structure, elle a été implantée dans un environnement bien spécifique, quelle que soit la nature de cet environnement. Et cet environnement, il peut être soit plat, soit en relief. Il peut être homogène, comme il peut être hétérogène. Peut être accompagné d'un écoulement des eaux en surface ou bien un écoulement des eaux en profondeur. Et tous ces aspects, ce sont des aspects qui sont tout à fait naturels. Ce sont des aspects qui peuvent être étudiés d'un point de vue géologique. La topo, c'est un élément à grande échelle. Les écoulements superficiels, c'est un élément à grande échelle. Les écoulements en profondeur, c'est un élément à grande échelle. Et la structure, c'est un élément qui est ponctuel. Donc, lorsqu'on combine l'ensemble de ces informations,
il s'avère que l'analyse des données géologiques d'une zone, elle nous informe sur le comportement régional du site, alors que la géotechnique, elle nous informe sur le comportement ponctuel. Alors, d'abord, je pense que on a placé l'aspect géotechnique et on a placé l'aspect géologie, l'application de la géologie. On appelle communément la géologie de l'ingénieur. Donc, cette géologie de l'ingénieur, elle va permettre de spécifier quels sont les risques naturels qui vont impacter notre projet. Ces risques naturels sont bien sûr liés à des phénomènes tout à fait naturels, soit liés au climat, soit liés à la nature du matériau, soit liés à un écoulement superficiel. Un phénomène naturel, c'est un phénomène qui a une période de retour bien spécifique. Par exemple, lorsqu'on parle de pluviométrie, la période pluvieuse, c'est une période pluvieuse correspondant à un moment bien donné dans l'année. Donc, lors de cette période pluvieuse, on a une quantité d'eau qui tombe dans un site. La pluviométrie, on ne peut pas l'empêcher. Si on est dans un milieu désertique, on a un ensoleillement et une augmentation des températures et une variation des températures entre le jour et la nuit. Donc, cette température diurne, là aussi, on ne peut pas la contrôler. C'est un phénomène qui est naturel. Si on a un volcanisme actif, c'est un phénomène naturel qu'on ne peut pas empêcher, qu'on ne peut pas arrêter. Donc, dans tous les cas, on sera amené à adapter notre structure à son environnement. Il ne faut jamais, lorsqu'on est en train de réaliser un projet, il ne faut jamais penser qu'on peut réaliser un projet en modifiant l'environnement. Ça, c'est une erreur. Lorsqu'on réalise un projet, dès le départ, dès la conception, il faut penser à intégrer le projet dans son environnement, de façon à ce que ce projet puisse rester stable et puisse rester sécuritaire au milieu de n'importe quel type de phénomène. Et ce, en fonction de la nature d'exploitation du projet. Alors, la géologie de l'ingénieur et l'application des sciences géologiques et des sciences de l'ingénieur à la conception et à la construction dans l'ingénierie civile, minière, pétrolière et à l'environnement. L'objectif de cette discipline est de s'assurer que les facteurs géologiques qui affectent les activités d'ingénierie sont considérés et interprétés adéquatement afin d'atténuer les conséquences des risques géologiques et environnementaux. Alors, rappelez-vous de deux éléments. Lorsqu'on parle de conception de projet, les principaux aspects à prendre en compte, c'est la stabilité et c'est la sécurité. Stabilité et sécurité. Quelle que soit la nature du projet, qu'il soit une structure, un bâtiment de R+1 ou bien un bâtiment de R+20 ou bien une autoroute ou bien n'importe quel type de structure, les principaux critères à considérer, c'est la stabilité. Quel que soit le mode d'exploitation de cette structure, elle doit rester stable lors de toute la période de son exploitation. Et son exploitation doit être sécuritaire, et pour les exploitants et pour l'environnement. Donc, pour répondre à ces besoins, on doit prendre en compte l'aspect local, et on y répond en étudiant l'aspect géotechnique ou la mécanique des sols, et on doit prendre en compte l'aspect régional en prenant en compte les critères géologiques du milieu. Alors, je vous laisse un peu de temps pour lire ce diapo. Lorsque j'ai parlé de la formation des roches, de la transformation des roches et de la formation des reliefs en surface, cet aspect géologique, ce cycle géologique, c'est un cycle qui dure des milliers, voire des millions d'années. Et cette échelle temporelle, elle n'est pas comparable à l'échelle humaine. Pourquoi? Parce que la durée de vie moyenne de l'homme est en moyenne de 70 ans. Par contre, lorsqu'on parle de phénomènes naturels géologiques, on parle d'une durée de vie qui varie entre des milliers, voire des millions d'années. Donc,
l'âge, la durée de vie de l'homme comparée à celle des phénomènes géologiques, elle est très insignifiante. Donc, lorsqu'on parle d'installer une structure dans un environnement et que je vous dis que cet environnement risque de se transformer dans le temps, il ne faut pas penser que cette transformation, elle est instantanée ou là, elle est de courte durée. On doit analyser le milieu, on doit évaluer cette vitesse de transformation et ensuite, on compare cette vitesse de transformation avec la durée de vie de l'ouvrage. Par exemple, si une roche en contact avec un environnement externe, à terme, elle va se transformer en matériau granulaire. Mais cette transformation, elle s'opérera sur des centaines, voire des milliers d'années. Sur cette même roche, on souhaite construire un immeuble. Dans mon rapport géologique, je vais écrire que au niveau de cette roche, il y a un risque d'érosion et de transformation de la roche. Lorsque je demande à l'ingénieur structure ou à l'architecte quelle est la durée de vie estimée de mon ouvrage, il me dit que sa durée de vie estimée, elle est d'une soixantaine d'années. Donc, automatiquement, la transformation du milieu a une durée de vie beaucoup plus longue que celle de la structure. Donc, je ne vais plus m'intéresser à cette transformation. Pourquoi? Parce que actuellement, elle est stable. Dans 60 ans, elle sera toujours stable. Et donc, on n'aura pas trop à s'intéresser à cet aspect d'altération. Pourquoi on n'aura pas? Ce n'est pas par négligence, mais c'est tout simplement par vitesse de transformation comparée à la durée de vie de notre structure. Autre chose que vous devez retenir, c'est que lorsque je parle d'un matériau qu'il soit rocheux, compact ou qu'il soit meuble, comme un sol, je le nomme d'un nom X ou la Y. Ce matériau nommé X ou Y, je le considère, je dis bien, je le considère comme étant homogène et comme étant isotrope. Mais en réalité, lorsqu'on regarde de près le comportement, je dis bien le comportement et non pas la nature, lorsqu'on regarde de près le comportement, il s'avère que le comportement varie localement dans un même matériau. Ce comportement variable rend ce matériau anisotrope. Et pour simplifier l'analyse, on considère toujours que le matériau, il est homogène et que le matériau, il est isotrope. Et c'est juste une hypothèse de départ pour simplifier le travail après. Cette hypothèse de départ, elle est toujours adoptée et dans la mécanique des sols et dans la mécanique des roches. Pourquoi? Parce que cette science est une science qui étudie un matériau qui est complexe. Pour simplifier cette complexité, on part avec des hypothèses de départ pour faciliter la lecture de notre environnement. Alors, pour la lecture de l'environnement, lorsqu'on veut étudier un milieu, on commence toujours par une étude documentaire. L'étude documentaire, elle s'intéresse à l'étude des cartes, à l'étude des imageries satellitaires et à l'étude des rapports existants. Donc, le simple fait de se connecter sur Internet, de télécharger les cartes ou de télécharger les rapports sur un site donné vont nous permettre de nous faire une idée sur la nature et l'état de l'environnement du site considéré. Lorsque je parle de cartes, il y a différents types de cartes. J'ai des cartes géologiques qui, comme cela est représenté sur la carte de gauche, on a des couleurs différentes et on a des codes couleurs. Ces codes couleurs, chaque couleur, elle indique un matériau et ces matériaux, ils sont limités dans l'espace. En fait, cette carte géologique, elle représente les différents types de matériaux qu'on peut retrouver en surface. Je dis bien en surface et non pas en profondeur. Pour pouvoir représenter ce que j'ai en profondeur, on doit se baser sur des coupes géologiques, comme celle de droite en haut. Les deux sont en 2D. L'une, elle est planaire, l'autre, elle est en coupe transversale. Donc, la lecture des coupes ou des cartes géologiques, elle me permet
d'avoir une idée sur la nature des matériaux et la disposition des matériaux dans l'espace. Lorsque je regarde cette même zone sur une image satellitaire, je n'aurai pas la même représentation. Pourquoi? Parce que, par exemple, la carte géologique représentée ici, si je regarde la zone de point de vue image satellitaire, elle apparaîtra telle que représentée ici. Donc là, les matériaux ce qui apparaît n'a rien à voir avec ce qui est sur la carte. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'un matériau naturel est en contact avec un environnement externe, ce matériau naturel, il s'altère, il s'érode et il se transforme. Ces trois aspects font qu'une roche se transforme en sol avec le temps. Un sol, généralement, il recouvre ce qui se trouve dessous. Donc, lorsqu'on se déplace sur le site et on regarde de près, il s'avère que ce qui est représenté sur la carte géologique dans la nature, il peut soit être à nu, ça veut dire la roche, elle est visible à l'œil nu, soit ces matériaux peuvent être recouverts, soit par des terrains de couverture, soit par de la végétation. Donc, on n'est pas obligé de voir toute la zone qui est visible à l'œil nu. Une très grande partie de cette zone sera recouverte par des terrains de couverture, des terrains végétaux ou bien un couvert végétal. Donc, l'information que je vais retirer de l'étude des images satellitaires, c'est où j'ai un terrain nu, sans spécifier est-ce que le terrain il est rocheux ou il est meuble. Je vais m'intéresser surtout à un terrain nu, à un terrain avec un couvert végétal, aux écoulements superficiels, et je vais m'intéresser à l'occupation du sol. L'occupation du sol, c'est les zones habitées par l'homme ou les zones où j'ai des structures routières ou la usine ou n'importe quel type de structure. Lorsque je combine ces informations géologiques, cartes géologiques, coupes géologiques et imagerie satellitaire, lorsque je combine ces éléments, la zone qui m'intéresse, je peux la représenter en mode, comme cela est représenté, je peux la représenter par un modèle. Et le modèle, il n'est pas en 2D comme les cartes ou les coupes, mais le modèle, il est en 3D. Cette modélisation 3D, elle va permettre de reconnaître exactement quelle est la nature et quelle est la structure du sol en tout point de la zone qui m'intéresse. Sauf que lorsque le modèle est dit géologique, je vais m'intéresser à la nature des matériaux, à la structure des matériaux et aux écoulements superficiels et aux écoulements souterrains. Est-ce que vous arrivez à voir le curseur lorsque je le déplace? Parfait. Alors, sur cette image, remarquez, on a des matériaux de différentes couleurs. Normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la carte géologique, chaque couleur représente un matériau. Donc là, on a un premier matériau, on a un deuxième matériau, et là, on a un troisième matériau. Et comme vous pouvez le voir, ce matériau marron clair, c'est ce qu'on appelle un terrain de couverture. C'est un matériau qui couvre l'ensemble des deux formations sous-jacentes. Ces matériaux sont accompagnés par une faille et par des fractures. Et on a une nappe d'eau souterraine et on a un écoulement d'eau superficielle. Donc, de point de vue géologique, on connaît quels sont les matériaux, quelles sont les structures et on connaît les zones d'écoulement souterrain et superficiel. Ce même modèle, lorsqu'on veut le voir de point de vue géotechnique, il va s'avérer que au lieu d'avoir trois matériaux, comme vous pouvez le voir, on aura beaucoup plus. Pourquoi? Tout simplement parce que le comportement d'un matériau sec n'est pas identique au comportement du même matériau qui est saturé en eau, comme par exemple ici pour le 3 et pour le 4. Le 3 et le 4 au niveau du modèle géologique, c'est exactement le même matériau. De point de vue géotechnique, c'est deux matériaux. Cette distinction, elle n'est pas réalisée sur le point de vue nature, mais elle se base sur le point de vue comportement. Donc, l'ingénieur géologue, lorsqu'il va réaliser son étude, son interprétation, elle sera celle adaptée
ou celle présentée dans le modèle géologique. L'ingénieur géotechnicien, son interprétation, elle va se baser sur les informations géologiques, mais la précision, elle sera beaucoup plus détaillée du point de vue comportement. Lorsque je parle de géologie géotechnique, il faut savoir que pour les grands projets, la géologie et la géotechnique, c'est une seule et unique mission. Ça veut dire que c'est une seule étude. L'étude est consacrée en même temps aux aspects géologiques et aux aspects géotechniques. Ce n'est pas des études séparées, c'est une seule et unique étude. Donc, il y a le géologue qui passe avant, qui réalise son étude. Juste après, on a un géotechnicien qui suit et qui réalise son étude lui aussi. Alors, je vous laisse un peu de temps pour lire cette diapo. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'étude d'un secteur, pour assurer une sécurité, une stabilité de mon ouvrage, il faut que je détermine quelles sont les contraintes naturelles. Et les contraintes naturelles sont en fait des risques géologiques. Ces risques géologiques sont des phénomènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout à fait naturels, qui ont une période de retour bien spécifique et dont les effets peuvent être variables, de faible intensité ou d'intensité très élevée. Connaissant les facteurs qui vont influencer, impacter le milieu, connaissant les enjeux ou bien les structures qui peuvent être affectées par ce TALIA, on va pouvoir évaluer le risque. Donc, en gros, le risque, c'est une combinaison de l'enjeu et de l'ALIA. L'ALIA, c'est un phénomène naturel, on a un facteur naturel. L'enjeu, c'est tout risque, toute structure ou toute vie humaine qui peut être affectée par cet ALIA. Donc, l'enjeu, on le connaît. On connaît son implantation, on connaît sa disposition, on connaît ses caractéristiques. L'ALIA, lui aussi, on le connaît. Pourquoi? Parce qu'on connaît son histoire, on connaît son état actuel et son état futur, il sera exactement comme ce qui s'est passé dans le passé. En ayant ces informations, on peut délimiter ce qu'on appelle les zones de risque. Et une fois on connaît la zone de risque, lorsqu'on veut construire au niveau de cette zone, on va essayer d'adapter notre structure à cet ALIA. Donc, les conditions qu'un site doit satisfaire pour être géologiquement et géotechniquement adapté, c'est absence de processus géologique actif. Soulignez bien le terme actif parce que l'absence de phénomène géologique ou de processus géologique est quasiment impossible. Mais l'absence de phénomène géologique actif, c'est possible. Absence de processus géologique actif qui présente des risques inacceptables pour le projet, des capacités de support adéquates du sol pour les structures du dessus, des matériaux suffisamment solides pour être stables dans les fouilles en surface ou souterraines, des formes géologiques étanches pour le stockage d'eau ou des déchets solides ou liquides, disponibilité des matériaux de construction et extraction facile des matériaux. Donc là, c'est en quelque sorte les cas idéaux. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, le sol naturel ou un matériau naturel est un matériau qui est hétérogène et qui est anisotrope. Rien de ça n'existe à 100% dans la nature. Il y a toujours un comportement qui va causer problème. Et c'est à l'ingénieur géologue de préciser quel est ce comportement qui va causer problème. L'ingénieur géotechnicien va comparer ce comportement avec les contraintes appliquées par l'ouvrage et la conception de l'ouvrage va prendre en considération ce comportement pour la stabilité. Alors, je vais vous envoyer après cette présentation. Même ça, c'est le contenu du cours. On ne va pas trop s'attarder ici. Les résultats. Alors, cette partie liée au risque géologique, je pense qu'on ne va pas trop s'y attarder parce que c'est qui le délégué de classe ou les délégués de classe, c'est qui? Je connais
délégué ديال GC3 ou ديال GC4. واش ما عندكمش les délégués ديال GC3 ou GC4? Les micros sont désactivés, je n'entends rien. Oui, monsieur. Votre nom c'est délégué ديال GC3 ou GC4? J Souhail, délégué de la filière GC, J- classe GC. Ah, J Souhail ou GC3 GC Mzahek. Hamza Haïk. Ah. Parfait. Alors, après la fin de la séance, on va déceler comme cette présentation. C'est bon. Le cours, je pense que vous l'avez Yak, en format papier. Non, monsieur, ما هذيك المرة كاين اللي خدا وكاين اللي ما خداش حيتاش كنا عاد نقراو عند كنا نقراو جيولوجي جينيرال كاين اللي خدا وكاين اللي ما خداش هذوك اللي ما خداوش علاش ما خداوش؟ حيتاش ما كناش عارفين باللي كان جي سي 2 جي سي 1 كانوا يقراو جيولوجي د الانجينيور بصح حنا وجي سي 3 وجي سي 4 خليتو في نقراو عاد لا سال دو تيراج. لا، لي كوبي خليتهم في لا سال دو تيراج. قلت للدراري ديال جي سي 1 جي سي 2 يعلموكم. قلت لمدام المعروفي تعلمكم. دونك vous étiez censé récupérer vos copies. Ouais, mais c'est pas grave. Je vais vous envoyer la présentation après. Alors, merci monsieur. pour les risques géologiques, les risques reconnus, c'est quoi? C'est les séismes, les inondations, les volcans, le transport des matériaux solides. Lorsque je parle de séisme, je parle d'une vibration du sol. Cette vibration du sol, elle est liée à une libération d'énergie suite à un frottement entre deux blocs. Deux blocs sont soumis à des contraintes variables. Lorsque cette pression appliquée sur le massif rocheux dépasse le seuil de résistance le long de la fracture, il y a un déplacement des blocs le long du plan de la fracture et ce déplacement, il est accompagné par une libération d'énergie, une propagation d'une onde dans le matériau. Cette propagation des ondes, elle varie en fonction du milieu. Donc là, on va revenir après la diapo précédente. Là, on a une faille qui limite deux blocs, un bloc supérieur et un bloc inférieur. Lorsqu'il y a un déplacement, les deux blocs se déplacent, il y a une libération d'énergie accompagnée par une propagation des ondes. Lorsqu'on est tout près de la source du séisme, l'intensité, elle est très élevée. Le ressenti de la vibration du sol, elle est très élevé. Par contre, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, au fur et à mesure que cette intensité diminue. Mais cette diminution, elle est en fonction de la nature du matériau où se propage cette onde sismique. Lorsque le matériau il est très dense et il est compact, l'intensité reste pratiquement la même sur de longues distances. Mais lorsque le matériau il est lâche, l'intensité varie très sensiblement lorsqu'on s'éloigne de la source du séisme. À chaque fois qu'un séisme est enregistré, ce séisme il est implanté sur une carte avec la notation de son intensité. Ces informations, lorsque les séismes enregistrés sont implantés sur les cartes, comme pour le cas du Maroc ici, on remarque que les séismes se concentrent généralement dans des endroits bien spécifiques. Par exemple, au Maroc, lorsqu'on regarde de près, il s'avère que la majorité des séismes enregistrés correspondent aux chaînes de montagnes existantes, correspondent à la limite inférieure de la Méditerranée ou là la côte nord du Maroc. Pourquoi? Parce qu'on a un mouvement entre les plaques dans cette zone qui implique qu'il y a des déplacements des deux plaques et ce qui signifie qu'il y a un déplacement des blocs accompagné par une vibration des matériaux. Au niveau des chaînes de montagne, un séisme enregistré ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a un déplacement des plaques. Mais par contre, on peut parler dans ce cas d'un équilibre global du massif. Parce qu'un massif ou une montagne qui est en apparence stable, et en fait un massif qui est fracturé. Avec le temps, il est tout à fait normal qu'un bloc se déplace par rapport à un autre, sous le simple effet de la gravité. Et lorsqu'un bloc se déplace par rapport à un autre, il y a une friction entre les deux blocs
il y a une résistance entre les deux blocs. Lorsque le seuil, la pression, l'effet de la gravité dépasse le seuil de résistance, le bloc se déplace instantanément en libérant une certaine énergie qui émet cette vibration. Pour l'exemple, il y a le séisme d'Agadir. Au niveau d'Agadir, on n'est pas dans le cas d'une structure locale, d'une faille locale, mais on est en présence d'une structure qui est régionale. Pourquoi? Parce que la faille qui a causé le séisme d'Agadir, c'est une faille qui s'étend d'Agadir jusqu'en Tunisie. C'est une seule et unique faille. C'est ce qu'on appelle la faille sud-atlantique. Donc là, on a quasiment deux grands blocs qui se déplacent et lors de chaque déplacement, on a une certaine libération d'énergie. Ces informations, ces enregistrements de séisme ont permis d'établir une carte sismique qui délimite les zones en fonction de leur activité sismique. Est-ce qu'on a une activité sismique à un temps élevé ou est-ce qu'on a une activité sismique faible? Cette carte sismique, elle permet au concepteur de prendre des dispositions spécifiques en fonction de la zone de construction. Par exemple, lorsque je vais construire un immeuble à Dakhla ou là dans le sud, là au niveau de Rachidia, les exigences de point de vue structure sont inférieures à celles imposées dans la région du nord, il y a le Husseima par exemple, le Nador. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de la zone nord, les risques sismiques sont très importants et donc la structure, elle doit être en quelque sorte antisismique. Excusez-moi. Donc, cette construction, en prenant en compte l'effet sismique, généralement, ça a un coût. Et donc, les structures construites dans les... Monsieur, on Excusez-moi. n'entend pas. Là, vous m'entendez? C'est bien. Je me suis déconnecté. Alors, je vous disais que lorsque on regarde de près ce zoning sismique, comme c'est représenté sur la carte, là, les principaux activités sismiques enregistrées dans le globe, elles sont liées à la limite entre les plaques. Ces lignes rouges ou bien ces points orange dispersés sur le globe, elles correspondent à la limite aux zones dorsales océaniques ou aux zones de subduction. Sur la carte, sur le schéma du bas, remarquez qu'au niveau des rides médio-océaniques, j'ai une extension. Lorsque le magma ressort, il sort sous pression. Donc cette pression, elle agit sur les blocs qui se trouvent de part et d'autre de la sortie en appliquant une pression. Donc cette pression, elle déplace les blocs et lors de ce déplacement, il y a une vibration. Au niveau des zones de subduction, j'ai une croûte continentale, une croûte océanique qui s'enfonce sous la croûte continentale. À un certain niveau, les deux matériaux sont solides et il y a un frottement entre les deux. Et ce frottement, il implique une certaine vibration. Au niveau continental, lorsqu'on a un volcanique, la mise en place du magma ou la sortie du magma, elle est toujours associée à une pression appliquée par le magma sur la roche qui l'entoure, provoquant ainsi des vibrations du sol. Donc, c'est ces aspects tout à fait naturels qui créent les séismes. Jusqu'à présent, l'homme prédit certains comportements naturels. Par exemple, des inondations, on peut les prédire. Des variations du niveau de la mer, on peut le prédire. La chute de la température, on peut la prédire. Les déplacements en masse des matériaux, on peut le prédire. Par contre, la chose qu'on ne peut pas prédire, c'est les séismes. La seule fois où l'homme a pu prédire un séisme, c'est en Chine, dans les années 2000, je pense. Un séisme a pu être prédit à 10 minutes près. C'est la seule et unique fois où une prédiction a été objective. Pourquoi? Tout simplement parce que on est incapable de déterminer quels sont les éléments à suivre ou bien à étudier pour dire il y aura ou non un séisme. On sait que la roche est fracturée, on sait que la roche est sous contrainte, on sait les contraintes en surface et les contraintes souterraines, mais on ne peut pas dire
est-ce qu'il y aura de séisme ou pas? Jusqu'à présent, c'est limite impossible. Alors, lorsque on a un séisme, l'intensité, j'ai dit qu'elle est en fonction de la nature de la roche et en fonction de la topo. Si on regarde sur cette image, remarquez que les constructions qui sont tout près de l'épicentre, elles sont très affectées par le séisme. Et celles qui s'éloignent un peu plus sont intactes. Mais celle qui se trouve au coin dans un relief, elle est très éloignée, mais n'empêche qu'elle a été détruite par le séisme. Pourquoi? Parce que normalement, une onde sismique qui se propage dans un matériau, elle ne fait que traverser ce matériau. Mais une fois que cette onde elle atteint une zone en relief, la propagation ne se fait pas naturellement. Pourquoi? Parce que de part et d'autre du relief, on a du vide. Donc la onde sismique, elle ne va pas pouvoir se propager dans le vide. Donc ce qui va se faire, c'est qu'une fois que l'onde atteindra la limite du relief, il y aura une réflexion. Et donc on aura un phénomène de résonance au sein même du massif. Cette résonance au sein du massif, ça va amplifier l'effet du séisme et donc ça va le rendre beaucoup plus ravageur. Pareil pour l'exemple de la structure qui se trouve sur le côté ou là, sur le coin bleu. Là, le matériau gris est considéré comme un matériau rocheux. Donc la sensibilité elle est élevée près de l'épicentre et faible lorsqu'on s'éloigne. Mais lorsque le matériau il n'est pas compact et il est lâche, ça veut dire qu'il présente des vides dans sa structure. Lorsque on a une onde qui se propage dans ce matériau, cette onde, elle va réarranger la structure de ce sol. Ce réarrangement, il se fait aux dépens de la fermeture des vides. Et qui dit fermeture des vides, dit variation volumique du sol. Donc, tout ce qui repose sur ce sol va être affecté à des déformations volumiques différentielles du sol. Donc, les structures en surface ne vont plus reposer sur un matériau horizontal, mais elles vont reposer sur un matériau présentant des variations de hauteur ou la planaire en surface. Autre phénomène lié au séisme, c'est les tsunamis. Lorsque un séisme s'opère en milieu aquatique, les déplacements des blocs génèrent une vague qui va se déplacer en fonction de la profondeur. Plus la profondeur diminue, plus la vague devient importante. Et cette vague, normalement, elle déferle sur le continent avec tout ce qui se trouve sur ce continent, sur cette côte, pardon, la côte du continent. Donc, ces phénomènes de séisme, on ne peut pas les empêcher. La seule chose possible, comme c'est le cas au niveau de la région d'Agadir et de Hoceima, c'est d'adapter les constructions à ce type de risque géologique. C'est l'unique solution. L'occupation du sol, on ne peut pas l'empêcher parce que l'homme a le droit d'exploiter son environnement, même si cet environnement présente un risque. Et le phénomène naturel, on ne peut pas lui aussi l'empêcher. Donc la seule possibilité qui reste, c'est une coexistence entre les deux. Le volcanisme. Alors, dès le départ, de là, dans notre pays, on n'a pas de volcanisme actif. Il y a certains volcans, mais qui sont inactifs, donc il n'y a pas de risque d'éruption volcanique. Mais lorsque ce volcanisme est actif, il y a des éruptions volcaniques, il y a des projections de matériaux solides et matériaux liquides, et il y a des séismes associés à ce volcanisme. Pourquoi? Parce que la lave qui sort du magma, elle sort sous pression, donc ça applique une pression sur la roche encaissante et ça fait vibrer le sol. On a éventuellement des instabilités de matériaux liées au séisme. Donc, tous ces phénomènes sont des phénomènes qui sont actifs dans un rayon bien spécifique autour du volcan. Donc, lorsque on exploite une zone toute proche d'un volcan, il faut s'attendre à ce qu'il y ait différents types de risques géologiques. Et donc, la structure qui se trouve tout près doit soit résister
à ces phénomènes, soit on doit être conscient du fait que lorsque on aura un volcanisme, lorsqu'on aura une éruption, on doit changer de site. On doit laisser ce qu'on a et aller vivre ailleurs. Les déplacements en masse des matériaux. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de la transformation des matériaux, j'ai fait référence à une évolution d'un état massif à un état granulaire. Cette évolution de l'état massif à l'état granulaire, elle est accompagnée par un transport des matériaux solides. Ce transport des matériaux solides, il se fait généralement soit par gravité, soit par l'eau, soit par le vent. Ces moyens de transport, la gravité et le transport par gravité, il est principalement dû à la différence d'altitude du relief, entre le relief et le bassin sédimentaire. L'écoulement par l'eau, lui aussi, il suit la pente, donc lié à la topo. Et le vent, bien sûr, il déplace les matériaux en fonction de leur taille. Donc ces trois phénomènes, là aussi, on ne peut pas les empêcher. Pourquoi? Tout simplement parce que la zone source qui alimente en produits transportés, elle est toujours soumise aux mêmes conditions qui permettent le développement de matériaux à transporter. Et le vent, l'eau ou la gravité, on ne peut pas les arrêter. Ce transport est un phénomène tout à fait naturel qui a lieu et qui aura toujours lieu. Donc la seule chose, c'est d'essayer de protéger notre structure contre ces matériaux transportés. Par exemple, lorsqu'on a des routes en milieu désertique, ces routes, elles sont, dans la majorité des cas, recouvertes par du sable. Pourquoi? Parce que qui dit milieu désertique dit éventuellement matériaux granulaires fins, sableux, avec des dunes. Et en présence de vent, ce vent déplace ces dunes et ça peut facilement recouvrir notre structure routière. Donc la seule possibilité, c'est, comme on peut le voir ici, c'est d'établir des barrières végétales ou bien autre type de barrière pour empêcher ou là diminuer l'effet du transport et protéger notre structure. Mais une fois que notre barrière naturelle est comblée de sable, il faut procéder à un entretien. Il faut évacuer ce sable, il faut réaliser une vidange pour enlever ce sable. Donc, en d'autres termes, les solutions, elles ont une durée de vie et on doit procéder à un entretien pour augmenter leur durée de vie. Les mouvements de terrain. Alors, les mouvements de terrain, ce sont des déplacements en masse des matériaux. Est-ce que vous pouvez désactiver vos micros? Alors, ces déplacements en masse des matériaux, ils sont généralement le résultat, là aussi, de la transformation, mais généralement, l'élément moteur, c'est la gravité. Ici, par exemple, dans cet exemple-là, on a une cavité souterraine. Une cavité souterraine, c'est un vide qui se crée dans le sous-sol. Lorsqu'on est en surface, ce vide, il est invisible à l'œil nu. Il n'est pratiquement pas détectable. Mais avec le temps, cette cavité, elle continue à se développer. Et cette cavité, en se développant, l'épaisseur entre le toit de la cavité et la surface du terrain naturel, cette épaisseur-là, au fur et à mesure que la cavité se développe et au fur et à mesure que cette épaisseur diminue. Et lorsqu'on a une application de contrainte sur cette épaisseur-là, il est fort probable d'atteindre une limite de rupture. Et lorsqu'on a atteint cette limite de rupture, l'ensemble, il s'effondre. Donc, lorsque on est en présence de matériaux et de conditions favorables à la création de cavités souterraines, on doit obligatoirement, lors de la phase de reconnaissance, vérifier est-ce qu'on a des cavités ou non, et si cavités il y a, on doit procéder à un traitement de ces cavités pour assurer la stabilité de ce qui sera construit au-dessus. Et là, comme vous pouvez le voir sur les images du bas, on ne va pas déplacer notre construction, on va construire sur le même lieu, mais on va assurer une liaison rigide entre la structure qui se trouve en surface et le banc sol qui se trouve en profondeur. C'est comme ça qu'on peut établir une coexistence entre l'exploitation de la zone et
un phénomène naturel qui se trouve sur un site. Alors, je pense qu'on va arrêter pour prendre une pause et on va reprendre dans une vingtaine de minutes. Alors, on reprend où on était. Alors là, je vais essayer de vous présenter la vidéo de la présentation. Alors, est-ce que vous arrivez à voir l'évolution du matériau en fonction de son humidification? Est-ce que c'est visible sur le partage ou l'image est figée? Oui, monsieur. Parfait. Alors, ici, on parle d'argile. L'argile, c'est un sol. En fait, l'argile, c'est un minéral. Et macroscopiquement, l'argile, on le considère comme un sol de couleur généralement brunâtre à rougeâtre. Et ce sol, il réagit avec l'eau. C'est un sol considéré comme actif. Pourquoi on dit que c'est un sol actif? Tout simplement parce que lorsqu'il est soumis à une humidification, il peut varier en volume. Il y a une variation volumique liée à l'état hydrique. Sur les 3 images du haut, on a une vue microscopique de l'argile à différentes échelles. L'argile, tel qu'on le connaît, est un sol granulaire, fin, très très fin. Il est quasiment impossible de prendre à la main un seul grain de sable. Par contre, il est tout à fait possible de prendre un seul grain de sable. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de sable, on parle de grains de taille millimétrique. Et lorsqu'on parle d'argile, on parle de grains de taille microscopique. Lorsque on prend une seule particule d'argile, il s'avère que cette même particule est en fait une succession de ce qu'on appelle des feuillets trioctaédriques. Une succession de feuillets trioctaédriques. Et lorsque on zoome sur un seul feuillet, il s'avère que ce feuillet est composé de tétraèdres de silicium et d'octaèdres d'alumine. Et lorsque cet assemblage trioctaédrique s'opère, la face externe de cet assemblage est couverte par des charges négatives. Pourquoi? Parce que la face interne, la liaison entre les tétraèdres et les octaèdres, c'est fait aux dépens des ions et des anions. Et les faces externes sont restées sans liaison, donc il y a toujours des charges disponibles en surface. Mais vu la disposition, les charges disponibles sont des charges qui sont négatives. Et ces charges négatives, pour atteindre une électroneutralité, elles attirent toujours les charges positives qui les entourent. Et généralement, les charges positives qui se trouvent dans le milieu sont les charges positives de l'hydrogène. Et l'hydrogène, on le trouve dans l'eau. L'H+, H2O. Donc, une charge positive liée qui existe dans la molécule d'eau est attirée par la charge négative. Cette charge positive, lorsqu'elle est fixée, elle attire avec elle sa molécule d'eau. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes les charges négatives qui se trouvent en surface du feuillet vont attirer des molécules d'eau. Et ce qui se passe, c'est que les feuillets trioctaédriques se trouvent entourés d'une fine pellicule d'eau. Cette pellicule d'eau, lorsqu'elle s'installe entre les feuillets trioctaédriques, elle sépare légèrement les feuillets les uns des autres. Et cette séparation, c'est ce qui induit le gonflement des argiles ou la variation volumique des argiles lorsque elles sont humidifiées. Et lorsque on fait augmenter la température et on assèche cette particule, l'eau, elle s'évapore, les particules, elles se rapprochent et l'argile se déforme encore une fois sous l'effet du départ de cette eau. Donc, le composé minéral, il est toujours le même, mais c'est l'absorption ou le départ de l'eau qui fait que ce matériau varie en volume. Comme on peut le voir sur les images, ici on a 2 exemples, on a deux types de minéraux argileux. L'un qui est très actif et l'autre qui est faiblement actif. Remarquez pour celui qui est actif, lorsque on l'humidifie, il gonfle et lorsque on le sèche, il se rétracte. Donc ce gonflement
et cette rétraction, ce retrait. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la variation volumique des argiles. Et comme on a pu le voir, cette variation volumique, elle est liée à la teneur en eau. Plus il y a d'eau, plus le matériau gonfle. Plus il y a de température, plus le matériau rétrécit. Alors, comparé entre les deux, remarquez que la sensibilité ou l'insensibilité vis-à-vis de l'eau, elle est liée au nombre de charges négatives présentes en surface des feuillets trioctaédriques. Donc, retournons à notre présentation. Lorsque cette argile s'humidifie, rétrécit, l'humidification elle est liée à l'eau. Donc, l'eau, elle provient généralement de la pluviométrie ou des écoulements souterrains ou en surface. Donc, c'est une eau qu'on ne peut pas éviter. Lorsqu'il pleut, c'est une humidification globale. Et lorsque le degré de température monte, c'est tout à fait normal que l'eau s'évapore. Donc là aussi, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, qu'on ne peut pas éviter. Donc ce retrait, il est lié à l'augmentation de température, il est beaucoup plus lié aux périodes estivales. Le gonflement, il est beaucoup plus lié aux périodes pluvieuses, qui sont des phénomènes cycliques. Et l'existence de sol argileux dans la nature est inévitable. Donc, on peut ni arrêter la pluviométrie, ni l'ensoleillement, ni changer de sol. Donc, ce sont des trois phénomènes qui sont fixes, qu'on ne peut pas éviter. Donc, la seule chose, c'est d'adapter la structure à ces conditions. Généralement, lorsqu'on construit une structure sur un sol, on prépare ce sol, on adopte une certaine horizontalité pour construire dessus. Mais lorsque le sol, il gonfle, lorsqu'on a un phénomène de retrait, comme le matériau, il est hétérogène et il est anisotrope, le gonflement et le retrait, il se réalisent de façon différentielle sous notre structure. Et donc, les appuis ou bien les contacts entre la structure et le sol ne sont plus efficaces et donc on a des désordres qui apparaissent dans notre structure. C'est pourquoi, lorsque on choisit de construire sur ces types de sols, il faut dès le départ adapter la liaison entre le sol et la structure de façon à permettre ces variations volumiques du sol tout en préservant une horizontalité de la structure et une stabilité de celle-ci. Sur l'image de droite, on a une maison construite sur un terrain argileux. Le terrain argileux, sous le terrain argileux, on a généralement, sous la maison, on a généralement des canalisations. Donc, lorsque les canalisations ne sont pas bien faites, il y a risque de fuite. Et lorsqu'on a une fuite d'eau, cette fuite d'eau alimente les argiles et alimente la variation volumique de ces argiles. Et ça peut causer problème. Donc, lors de la construction, il faut éviter qu'il n'y ait des malfaçons dans la réalisation des canalisations. Autre chose, si vous remarquez ici, autour de la maison, on a construit un genre de trottoir. C'est un perron, entoure la maison. Son rôle, il est principalement d'empêcher les infiltrations d'eau directement sous la maison. Lorsqu'il va pleuvoir, l'eau qui va s'infiltrer, elle ne va pas s'infiltrer directement sous la maison, mais elle va s'infiltrer 1 mètre ou 1,50 m plus loin. Pourquoi? Tout simplement, ça va augmenter le chemin d'écoulement de cette eau et ça va minimiser l'effet de ces gonflements directement sous la maison. Autre phénomène, lorsqu'on a des arbres. Les arbres, en profondeur, ils développent un système racinaire et les végétaux, ils s'alimentent à partir de l'eau souterraine. Donc, ils aspirent, ils sucent l'eau qui se trouve en profondeur. Lorsque ce système racinaire suce cette eau, il crée il crée des vides dans la structure du sol. Et sous l'effet de la charge appliquée par la maison, il est tout à fait normal que la charge mène à la fermeture de ces vides. Donc macroscopiquement, la fermeture des vides macroscopiquement va paraître sous forme de retrait du sol. Et donc, ça va mener à une déformation volumique et donc à des désordres au niveau de la structure. Donc, c'est pourquoi il est conseillé toujours de préserver une distance sécuritaire d'1,5 fois la hauteur de l'arbre pour éviter que son réseau racinaire n'affecte le sol sous la structure. Alors, toujours en rapport avec les déformations volumiques des sols, et là, on va
on va voir l'exemple de la tour de Pise. La tour de Pise, c'est une tour qui a été construite sur un sol sablo-argileux, en partie sableux et en partie argileux. En surface, le sol, il est à tendance sableuse. On a une dizaine de mètres de sol à caractère sableux. Et au-delà de 10 mètres de profondeur, on a un sol où on a un mélange de sable avec de l'argile. Ce sol sablo-argileux est un sol où on avait une nappe phréatique. C'est un aquifère. Lorsque on exploitait cette eau, on créait des vides dans le sol. Et c'était tout à fait normal que ces vides ne se referment sous l'effet de ce qui se trouve au-dessus. Et la disposition géométrique des couches, elle n'est pas parallèle. La couche, elle est en biseau. Donc, lorsque les concepteurs ont choisi le système de fondation de cette structure, ils ont décidé, ils n'ont pas décidé, mais lorsqu'ils ont réalisé les reconnaissances, ils ont reconnu uniquement les premiers dizaines de mètres. Donc, pour eux, le sous-sol, il était sableux, alors qu'en réalité, c'est du sable déposé sur du sable argileux. Cette mauvaise reconnaissance a mené à des déformations volumiques lorsque on a commencé la construction. Dès que la construction a commencé, la charge a commencé à augmenter parce que la construction, elle est en marbre. C'est un matériau qui est massif et qui est très lourd. Donc la contrainte, elle est très élevée. Ça a mené à des variations volumiques, à un tassement du sol. Mais le tassement, comme vous pouvez le voir, il n'est pas homogène. Le tassement, il est différentiel. Une zone tasse beaucoup plus que l'autre. Donc, ce tassement différentiel, il a mené à l'inclinaison de la structure. La construction a été arrêtée jusqu'à l'arrêt des variations volumiques du sol et de la structure. Donc, l'arrêt de la construction est resté à peu près une centaine d'années. Après, ils ont repris les travaux. Lorsqu'ils ont repris les travaux, dès que la charge a encore augmenté, les déformations volumiques ont repris et le tassement, il a repris. Donc, ils ont dû arrêter encore une fois les travaux et au total, la construction de cette structure, elle a duré plus de 200 ans. Donc, cette structure, qui est en apparence inclinée, à chaque fois qu'on a repris les constructions, on a essayé d'établir une certaine verticalité. Mais à chaque fois, ça s'inclinait encore une fois. Et dernièrement, les ingénieurs ont proposé différentes solutions qui sont généralement très, très coûteuses pour assurer une certaine stabilité. Mais je ne dirais pas que ce n'est pas efficace, mais c'est très coûteux. Actuellement, la solution adoptée, c'est qu'ils ont ceinturé la tour avec une ceinture en plan pour contrebalancer l'application des charges. La ceinture de plan, elle est plus chargée d'un côté que d'un autre et elle pèse 6000 tonnes pour essayer d'équilibrer les contraintes et éviter un tassement différentiel. Donc, ces solutions très, très coûteuses et cette durée de construction très, très longue sont tout simplement le résultat d'une mauvaise reconnaissance. Lorsqu'on veut construire n'importe quel type de structure, dès le départ, on connaît la géométrie, on connaît la finalité de cette structure et donc on connaît son mode d'exploitation. En connaissant son mode d'exploitation, on va pouvoir dire avec précision quelle est la contrainte qui sera appliquée par cette structure sur le sol d'assise. Et sur la base de ces contraintes, on va programmer des reconnaissances pour chercher le niveau du sous-sol qui va résister à cette contrainte. Dans le cas de la tour de Pise, les concepteurs, ils n'ont pas du tout pris en considération le sous-sol. Ce qu'ils ont pris en considération, c'est uniquement ce qu'on appelle la superstructure, la structure qui se trouve en surface. La partie invisible du sous-sol, pour eux, c'était un sol sableux homogène, il n'y a aucun problème. Donc, lorsque on réalise une étude géotechnique qui va nous informer sur le comportement du sol qui va supporter la structure, généralement, le coût de cette
cette opération, il est de 5% du budget global de la structure. C'est le coût de la campagne géotechnique, reconnaissance inclus et études. Si on minimise ce coût, on a moins d'informations, donc on peut avoir beaucoup plus de risques après. Et c'est exactement ce qu'on a pour ce qui est de l'exemple de la tour de Pise. Et lorsqu'on a des risques ou là, lorsqu'on a des problèmes après, la reprise des travaux, elle coûte généralement très très cher. Donc pour éviter tout risque de limitation d'exploitation, il faut obligatoirement s'assurer d'avoir les informations exactes et suffisantes dans la partie invisible du sous-sol. Ça veut dire que, en gros, on doit réaliser un modèle 3D géologique et géotechnique de précision. Imaginons maintenant que le terrain, il n'est plus horizontal, mais qu'il est incliné. On est dans une pente. Et cette pente est constituée d'un matériau soit argileux, soit sableux. Mais l'essentiel, c'est un matériau meuble. Lorsqu'on a une combinaison pente, matériau, meuble, il y a un fort risque de déplacement en masse des matériaux. Ce déplacement en masse, il peut être classé comme un glissement de sol, un fluage ou une coulée. La différence de nomination, c'est tout simplement en fonction de la rapidité de déplacement. Lorsqu'on a un déplacement rapide et liquide, on parle d'une coulée. Coulée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité d'eau est plus importante que la quantité de matériaux solides. Lorsque on a un déplacement en masse des matériaux avec une vitesse continue, on parle de fluage. Mais cette vitesse de déplacement continu, elle n'est pas perceptible à l'œil nu. Le déplacement, il est là, mais il n'est pas perceptible à l'œil nu. Les glissements instantanés sont des glissements qui s'activent instantanément et on a de grands déplacements de masse de matériaux qui glissent suivant la pente. Ces glissements, ils peuvent avoir des formes variables. Soit des glissements circulaires, ça veut dire que la quantité de matériaux transportés, elle est très importante et la forme de rupture, elle est circulaire. Soit on a des glissements plans. La quantité de matériaux qui se déplacent, c'est uniquement la quantité, la partie du sol superficielle. Si on regarde de près la disposition des matériaux en allant de la surface à la profondeur. En surface, on a du couvert végétal. Sous le couvert végétal, on a du terrain végétal. Sous le terrain végétal, on a du sol altéré. Sous le sol altéré, on a la roche altérée. Sous la roche altérée, on a la roche décompressée. Et sous la roche décompressée, on a la roche saine. Donc, ce qui est massif, il se trouve en profondeur. Et ce qui est granulaire, il se trouve en surface. Donc, lorsqu'on parle de glissement, qu'il soit circulaire ou qu'il soit plan, il n'impacte que les matériaux granulaires. Tout ce qui est massif, on ne peut pas parler de glissement. Les glissements, on peut les prédire. Comment? Tout simplement en cherchant les éléments qui favorisent le glissement et qui sont la pente, la nature du sol et l'eau. Par exemple, sur la carte de gauche, en bas à gauche, on a des codes couleurs qui indiquent les zones les plus sensibles à l'eau et les zones les moins sensibles, les zones les plus sensibles au glissement et les zones les moins sensibles au glissement. Les zones les plus sensibles au glissement indiquées en rouge, c'est des zones où j'ai un sol meuble et où j'ai une pente. Les zones en orange sont des zones où j'ai un sol et où la pente elle est faible. Et les zones vertes, c'est généralement des zones où j'ai peut-être des sols, mais la pente, elle est nulle. Donc, il n'y a pas lieu à avoir de glissement de terrain. De point de vue présence d'eau, on va prendre en considération uniquement l'effet de la pluviométrie. Et puisqu'on est dans une seule et unique région, le volume pluviométrique, il est pratiquement le même. Donc, une même quantité d'eau va pleuvoir partout, mais l'activité de glissement de terrain, elle sera plutôt en fonction de la nature du sol et en fonction des pentes. Et c'est à partir de cette combinaison d'informations
qu'on peut classer les sols, classer la zone en termes de zone à risque de glissement actif, de zone où on n'a pas de risque de glissement. Lorsque on est en présence de zones qui constituent un risque de glissement et que, à côté ou là, au pied de cette zone, on a une occupation de sol. Lorsqu'on n'a pas d'occupation de sol, on n'a pas besoin de traiter le glissement de terrain. Pourquoi? Parce que ce glissement de terrain n'affectera personne ni rien. Par contre, si on a une occupation au pied du glissement, là, pour préserver la structure ou le bien ou la vie des personnes, on doit obligatoirement essayer d'améliorer la stabilité de ce sol. Cette amélioration, elle se fait en intervenant sur les facteurs qui activent ce glissement. Rappelez-vous, les facteurs qui activent le glissement sont la pente, l'eau et la nature du sol. La pluviométrie, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, l'écoulement de l'eau sur la pente, on peut le contrôler. La nature du sol, on ne peut pas la modifier. Pourquoi? Parce que le soleil, il est ce qu'il est, donc on va faire avec. Par contre, la pente, on peut se permettre de la modifier. Et comme vous pouvez le voir sur la coupe à droite, on avait un profil initial et on a adouci la pente. On a adouci la pente en adoptant une forme en escalier. Cette forme en escalier, c'est ce qu'on appelle des rizebergs. On a décomposé une grande pente en plusieurs sous-pentes en gardant un espace horizontal entre chaque sous-pente. L'idée est que, alors je vais passer au tableau blanc. Alors vous me dites si le tableau blanc il est visible pour tout le monde. On va attendre un tout petit peu qu'il s'active. Alors est-ce que le tableau blanc il est visible pour tout le monde? Oui. D'accord. Alors initialement j'avais une pente ayant cette forme. Ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié sa forme. Lorsque la forme le talus est dans son état initial. Lorsqu'il pleut, j'ai pratiquement la même pluviométrie partout. On est d'accord? Monsieur, j'ai un problème au niveau du tableau. مالو ما تتبلكش؟ Non, tu dis something wrong. يعني ما تيطلعش ما تخدمش يعني ما عرفتش. Alors, je vais essayer de partager mon écran. D'accord, c'est parfait. D'abord, j'ai partagé mon écran. Alors, اسمح لي ولكن c'est pas possible. Lorsque je partage mon écran, il désactive le tableau blanc. Je vais essayer de relancer le tableau blanc. وقول لي واش بان لك. دابا واش بان لك الtableau blanc? Est-ce que le tableau blanc il est visible pour tout le monde? Pour moi, c'est bien. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Pas encore. D'accord, on va attendre un peu, le temps de résoudre ton problème et on continue. Est-ce que tu peux te déconnecter et te reconnecter? D'accord. Ou là, est-ce que l'un de tes copains peut prendre des prises d'écran et te les envoyer par messagerie? Parfait. Donc, on va faire comme ça. Alors, lorsqu'on a pente et qu'on a une pluviométrie, lorsqu'il pleut, normalement, la pluie, elle tombe de façon homogène sur toute la pente. Pourquoi? Parce qu'on est dans un endroit qui est assez limité dans l'espace. Donc, on a pratiquement la même pluviométrie. Mais puisque on a une pente, l'eau, elle s'écoule suivant la pente. Et ce qui se fait, c'est que l'humidification des matériaux, elle se fait de façon hétérogène. Pourquoi? Parce que lorsqu'il pleut, l'eau, il va humidifier le sol. Et une fois que le sol est saturé, le reste d'eau, il va s'écouler suivant la pente. Et il va alimenter la partie basale. Donc, la base du talus, ou la base de la pente, sera beaucoup plus chargée en eau que partie sommitale, qui elle aussi sera de concentration, de teneur en eau variable qu'au milieu. Donc, in fine, on aura une même pente, un même matériau, mais on aura des concentrations, des teneurs en eau variables. Cette variabilité, elle n'est pas liée à la teneur, à la qualité du sol ou à la quantité d'eau, mais elle est liée au drainage de cette eau. Donc, lorsqu'on va modifier
la pente, on va l'adoucir légèrement. L'adoucissement de la pente, il réduit l'effet du glissement. Et lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va pleuvoir toujours de la même manière, mais l'eau qui s'écoule dans chaque talus, au lieu qu'elle alimente la partie suivante ou là, le talus suivant, cette eau, elle est drainée latéralement pour empêcher qu'elle n'alimente la partie ou là, le talus suivant. Donc, cette eau qui va s'écouler en surface, elle ne va plus s'écouler sur le talus trouve en bas. Et ainsi de suite. Celle qui se trouve au milieu ne va plus alimenter le talus qui se trouve au pied de la pente. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié la pente et on a contrôlé le drainage superficiel. Donc en contrôlant le drainage, on a essayé d'éviter l'effet de l'eau et en adoucissant la pente, on a essayé d'éviter l'effet de la gravité, toujours en ayant le même sol. En adoptant ces solutions, on essaie d'éviter les risques de glissement de terrain. Ici, sur l'image de droite, sur l'image de gauche, les talus, ils sont recouverts par ce qu'on appelle des géotextiles. Un géotextile, c'est quoi? C'est un tissu qui est assez résistant et qui empêche le départ des grains solides. Donc, qui dit pente et dit écoulement superficiel, dit érosion. Donc, pour éviter le départ de ces grains solides, on dispose ou là, on couvre en partie superficielle du talus par soit les tissus tels que représentés sur la photo du haut, ou bien des géogrilles tels que présentés sur la photo du bas à gauche. Ces tissus ou bien ces géotextiles ou ces géogrilles, elles permettent à l'eau de s'écouler naturellement et de s'infiltrer naturellement dans le sol, mais elles empêchent l'érosion, donc elles empêchent le départ des grains solides en surface parce que au fur et à mesure que l'érosion évolue et au fur et à mesure qu'il y a un risque de déplacement en masse des matériaux. Une autre solution, c'est on surcharge le talus. Un talus granulaire ou bien un sol meuble, pour maintenir sa stabilité, on applique ce qu'on appelle des enrochements sur le talus. Ces enrochements, eux aussi, ils vont jouer le même rôle que les géotextiles ou les géogrilles. Ils vont permettre un écoulement et une infiltration de l'eau dans le sol et ils vont empêcher l'érosion du sol place et ils vont améliorer sa stabilité. Pourquoi? Parce que ces enrochements disposés sur le matériau, ils appliquent une charge et empêchent le déplacement en masse suivant la pente. Là, on va passer à autre chose, on ne va pas trop s'intéresser à ça. Les chutes de blocs. Précédemment, on parlait de déplacement en masse des matériaux, mais on s'est beaucoup plus intéressé aux matériaux meubles. Donc, lorsque un matériau meuble se déplace, c'est généralement ce qu'on appelle des glissements. Mais lorsque on est en présence d'un massif rocheux, on ne parle plus de glissement, mais on parle de chute de pierre ou bien de chute de bloc. Les deux sont des déplacemement en masse, mais les mouvements sont, là le comportement il est variable. Lorsque un massif rocheux est en contact avec son environnement externe, lorsqu'on se balade dans la montagne et on est devant un massif rocheux, généralement, ce massif rocheux, il n'est jamais sain, il est toujours fracturé. Ces fractures, c'est tout simplement des imperfections de la roche qui se sont ouvertes suite à la décompression. Les roches qu'on a devant nous actuellement sont des roches qui se sont formées il y a des milliers, voire des millions d'années, et qui se trouvaient à plusieurs kilomètres sous nos pieds. Donc, qui dit plusieurs kilomètres, dit des conditions de température et de pression très élevées. Donc, ces roches se sont formées dans des conditions de pression et de température très élevées. Et avec le temps, elles ont remonté en surface. Donc, lorsqu'elles se sont formées dans des conditions de pression et de température élevées, comparées à la pression et à la température en surface, il y a une très grande différence. Automatiquement, les éléments constitutifs de ces roches vont chercher à atteindre un état d'équilibre et à se transformer. En plus de cela, ces roches qui se trouvaient à plusieurs kilomètres en profondeur, elles avaient au-dessus énormément de matériaux. Et ces matériaux, ils appliquaient des charges
une contrainte sur cette même roche. Et lorsque cette roche est remontée en surface, on n'a plus aucune charge au-dessus. On n'a plus aucune contrainte. Donc, la roche, elle se trouve allégée. Et lorsque la roche, elle s'allège, elle se décompresse. En se décompressant, on a apparition de fractures, de fissures et on a formation de blocs. Et lorsque les blocs se trouvent confrontés à un effet de gravité, voilà un effet de... Oui, lorsqu'on a l'effet de la gravité, automatiquement, ces blocs, ils se déplacent et on a un déplacement en masse des pierres ou là des blocs. Par exemple, le cas qu'on a devant nous. On a une falaise en bord de mer. Cette falaise, lorsque on a un effet de vague au pied de la falaise, les vagues, elles déferlent et elles tapent au pied de la falaise. Sauf que ces vagues, ça reste un moyen de transport de matériaux solides. Donc, il se peut que les vagues transportent une certaine quantité de matériaux solides. Et le contact solide ou bien eau solide, ça entraîne une érosion du pied de la falaise. Et en érodant le pied de la falaise, ça laisse un vide. Donc, ce qui se trouve au-dessus va se trouver perché et avec le temps, il va tomber. Et c'est cette succession du même phénomène qui fait que la falaise, elle va commencer à se consommer par érosion côtière et la ligne de côte, elle va avancer vers le continent. Donc là aussi, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, qu'on ne peut pas empêcher. Alors je vais essayer de trouver une vidéo. Alors vous me dites si la vidéo elle est visible pour tout le monde. Est-ce que la vidéo elle est visible pour tout le monde? Oui. D'accord. Là, on a une falaise, mais cette falaise, elle n'est pas rocheuse. Elle est à caractère sableux. Et comme vous pouvez le voir, directement au-dessus, à la limite de la falaise, on a des constructions. On a même des constructions qui sont perchées. Donc, ces constructions, comme on peut le constater, elles ont été construites initialement dans un terrain qui était stable. Il n'y avait pas de falaise à l'instant T0, à l'instant de la construction. Par contre, avec le temps, le phénomène d'érosion, il est très actif et on a eu une évolution de la ligne de côte qui a atteint la limite des constructions. Comme vous pouvez le voir, au pied de la falaise, sous les constructions, on a des enrochements. Pourquoi on a des enrochements? Tout simplement pour que lorsque les vagues nous déferlent, elles ne vont pas attaquer le pied de la falaise, mais ils vont plutôt attaquer les roches. Donc, en quelque sorte, on minimise, je ne dis pas qu'on empêche, mais on minimise l'effet des vagues sur le pied de la falaise. Donc, regardez, à gauche, la falaise, l'eau, elle arrive au pied de la falaise, alors qu'autrement, c'est les enrochements qui sont en contact en premier avec les vagues. Donc là, on est en présence d'un phénomène naturel qu'on ne peut pas empêcher. Et même si on a installé des enrochements, les enrochements, ils ne vont que réduire l'effet de l'érosion. Ils ne vont pas l'empêcher. On ne parle que de réduction de l'effet de l'érosion. Comme vous pouvez le voir, sur toute la longueur de la côte, on a le même phénomène. Pourquoi on a le même phénomène sur toute la longueur de la côte? Parce qu'on a le même élément moteur qui est les vagues et on a le même sol qui est confronté au phénomène d'érosion. Donc, si on a le même sol et on a le même élément moteur, on est obligatoirement confronté au même risque. Donc, si une solution marche quelque part, elle marchera pour l'ensemble. Si une solution ne marche pas, si elle est installée quelque part, elle ne marchera pas pour l'ensemble. Donc, en fait, on ne va pas chercher à inventer la roue. Le problème ici, c'est que l'homme, ou bien pas, on ne va pas parler de l'homme, mais on va parler de l'occupation du sol. L'occupation du sol ici, elle s'est faite dans une zone à risque. Et les solutions pour éviter ou bien pour minimiser ce risque, elles sont très coûteuses. Parfois, les solutions adoptées pour éviter le risque, elles sont beaucoup plus chères que ce qui se trouve ou là que ce qu'on doit protéger. Donc, on doit toujours trouver un compromis. Est-ce qu'on investit dans la solution ou bien est-ce qu'on change carrément de site? Et il faut parfois être raisonnable et pouvoir se dire
oui, on va changer carrément de site et aller chercher une autre zone beaucoup plus stable parce que celle-ci, elle constitue un risque pour la stabilité et pour la sécurité des exploitants. Apparemment, il y a eu un problème de connexion. J'ai été déconnecté, je pense. Yak, est-ce que vous avez pu suivre la vidéo? Quand est-ce que la connexion s'est perdue? Sur la vidéo, il reste bloqué. La Dans vidéo, la dernière. à partir de quand exactement? Quand bloqué? La minute 4, je crois. La Je minute sais pas 4. si... D'accord. Alors, Anne, ce que je disais, pratiquement, c'est le même phénomène qui est représenté quand on voit sur toute la vidéo. Alors, ce que je disais, c'est que lorsque on choisit de construire dans une zone à risque et qu'on est amené à proposer des solutions, les solutions, elles doivent être peu coûteuses généralement. On ne doit pas investir dans des solutions très coûteuses. Pourquoi? Parce qu'une solution, le prix ou le coût d'une solution, il est en fonction de la structure à protéger. Lorsque la construction, par exemple, lorsqu'on a un aéroport, lorsqu'on a une centrale nucléaire ou lorsqu'on a une autoroute, on peut se permettre d'investir dans des constructions qui sont coûteuses. Par contre, lorsque les constructions sont peu coûteuses, lorsqu'on a une maison isolée, lorsqu'on a un bâtiment industriel ou une structure légère, on ne va pas chercher à investir dans une solution qui coûte beaucoup plus cher que la structure à protéger. Pourquoi parfois il faut être raisonnable et il faut savoir que les effets naturels l'emportent sur l'occupation du sol ou là sur le développement humain. Donc, on est parfois confronté à des phénomènes qui nous dépassent. Et lorsque on est confronté à ces types de problèmes, parfois il faut savoir être raisonnable et changer d'environnement. Alors, sur la diapo 9, on a des mouvements en masse au niveau de l'autoroute Marrakech-Agadir et au niveau de la côte d'El Hoceima. Dans les deux cas, on avait un massif, on avait un relief avec un matériau de nature rocheuse et de nature meuble. Et dans les deux cas, l'occupation du sol a fait qu'on a modifié les pentes du relief et donc on a modifié son équilibre. Dans les deux cas, la modification du milieu, elle s'est faite pour construire des routes. Le Hoceima, on a construit une route côtière et Casablanca, on a construit l'autoroute. Mais dans les deux cas, on a modifié un équilibre naturel. Donc, en modifiant cet équilibre naturel, le terrain qui est mis à nu, il va lui aussi chercher à atteindre un nouvel état d'équilibre. Et ce nouvel état d'équilibre est tout simplement un déplacement en masse des matériaux avec soit des éboulements, soit des glissements de terrain. Lorsque on a des éboulements ou des glissements de terrain et que la structure à protéger le justifie, on peut investir dans des solutions. Et les solutions sont classées en solutions passives, actives ou alternatives. Les solutions passives, ce sont des solutions qui cherchent à intervenir au niveau des éléments moteurs. Par exemple, lorsqu'on a de l'eau, on va essayer d'assurer un meilleur drainage pour éviter que cette eau n'active le glissement de terrain. Et lorsque on a un matériau qui peut être meuble ou qui peut être grossier et qu'on a une pente pour minimiser l'effet de l'érosion qui va ultérieurement activer un glissement de terrain, on va essayer de minimiser cette érosion, soit par des filets, par des géotextiles ou par des géogrilles. Ou bien on va prévoir au pied du talus ce qu'on appelle des pièges à cailloux, ou là carrément des pièges. Ces pièges, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme d'une certaine largeur qui sépare le pied du talus de la structure à protéger et qui est censé accueillir les matériaux qui se déplacent en masse. Donc là, on ne va pas stabiliser le talus, on va permettre un certain déplacement en masse des matériaux et ces matériaux qui vont se déplacer, ils ne vont pas atteindre la structure à protéger, mais ils vont se déposer sur une plateforme faite pour accueillir ces derniers. Autre type, c'est comme on parle ici de barrières fixes. Les barrières fixes, c'est des ouvrages, murs ou digues construits entre la structure à protéger et la zone à risque pour éviter que les matériaux solides déplacés qu'ils n'atteignent notre structure. Pour les solutions actives, on va intervenir directement sur la paroi
à stabiliser pour éviter que le mouvement ou que le déplacement ne s'active. Si par exemple on a un sol qui risque de se déplacer et qu'on a une pente qui est raide, on ne va pas chercher d'assurer le drainage ou bien de modifier la pente, mais on va beaucoup plus établir du béton réalisé, du béton projeté sur la face de notre pente ou de notre talus, de façon à empêcher un contact direct entre le sol et l'environnement externe et améliorer la stabilité de ce dernier. Ou lorsqu'on est en présence de matériaux rocheux, on va essayer d'empêcher le déplacement en masse ou la chute des pierres par des ancrages ou bien par des grillages ou des filets plaqués. Les ancrages, c'est comme on peut le voir sur le schéma en bas à gauche. Les ancrages, c'est des genres d'écrous très lents qu'on insère dans le massif de façon à fixer la partie instable en surface avec la partie stable à l'intérieur du massif. La présentation du milieu, on a une digue qui est censée soutenir et empêcher le déplacement des blocs qui chutent de la falaise, limiter leur déplacement latéralement. La représentation sur la droite, elle représente ce qu'on appelle des murs de soutènement. Ces murs de soutènement, ils retiennent à la verticale les matériaux à soutenir, les matériaux qui constituent un risque d'instabilité. Autre type de solution alternative, c'est la suppression de l'alia ou bien la végétalisation ou bien le reboisement. Et bien sûr le contrôle du drainage. Sur ces images, on a certaines représentations de solutions avec des filets dynamiques. Pourquoi on parle de filets dynamiques? Parce que, comme pour l'exemple, il y a l'image en bas à gauche, on a un bloc qui chute sur une falaise et au lieu que le bloc ne tombe sur la structure qui se trouve au pied de la falaise, le bloc il est retenu par un filet qui est fixé à des tiges bien fixé au sol, bien ancré dans le sol. C'est exactement le même cas que ces filets dynamiques installés sur l'autoroute Marrakech-Agadir pour éviter que les blocs rocheux, les gros blocs rocheux qui se détachent du relief n'atteignent la structure routière. Et sur l'image de droite, on a des grillages fixés par des ancrages. Les ancrages, c'est ça. C'est une tige métallique, une longue tige métallique qui est disposé à l'intérieur et fixé rigidement à l'intérieur du massif et qui retient la partie externe avec la partie interne du massif pour assurer une meilleure stabilité. Et là, on a d'autres exemples. À gauche, on a une route et on a une digue et à côté, on a un talus. Les petits points noirs en bord de la digue, c'est des pneus usés. Les pneus usés, ils sont installés sur la paroi de la digue, absorber le choc des blocs qui viennent en contact avec cette digue. Parce que au fur et à mesure qu'il y a un contact permanent des blocs avec la digue, cette digue, elle va se détériorer à terme. Mais lorsque les concepteurs ont adopté cette protection pneumatique, elle assure une certaine absorption de choc et elle améliore la durée de vie de cette solution. Sur l'image de droite, comme indiqué par les traits discontinus, on a installé une digue au pied de la falaise pour protéger les zones habitables. Alors, cette zone a été occupée sans prendre en considération les risques d'instabilité liés à la falaise qui se trouve en amont. Donc, avec le temps et l'évolution du massif, c'est tout à fait normal qu'il y ait des blocs qui se détachent. Et par gravité, les blocs qui vont se déplacer jusqu'au pied de la falaise où on a exactement des constructions, des habitations. Donc, pour protéger ces habitations contre le risque de déplacement en masse des matériaux, les concepteurs ont proposé une digue pour retenir ces matériaux qui se déplacent. Et les dimensions, ou le dimensionnement de cette digue est fonction de la taille des blocs qui se détachent. Si on a des blocs de taille métrique qui se détachent, la digue fera 4 à 5 mètres de hauteur. Par contre, si on a des blocs de 6 de taille décamétrique, la taille de la digue, elle aussi, elle doit être dimensionnée de telle façon à absorber l'énergie de déplacement de ce bloc. Sur l'image du bas à droite, on a ce qu'on a appelé tout à l'heure les filets plaqués. Comme vous pouvez le voir, sur toute la longueur
de la zone à protéger ou là à soutenir, on a recouvert la falaise par des filets et on les a fixés rigidement par des ancrages. Donc comme ça, si même un bloc il se détache, il est maintenu en place par le filet métallique. Et cela protège la chaussée ou la structure qui se trouve au pied de cette falaise. Une autre solution, c'est ce qu'on appelle des murs de soutènement. Là, le mur de soutènement est de type gabion. Donc comme vous pouvez le voir, on a un gabion à gauche, un mur en gabion à gauche, et on a la falaise à droite. Donc là, on n'a pas cherché à empêcher le détachement des blocs. On a laissé la falaise évoluer naturellement. Mais lorsque les blocs se détachent, ces derniers sont retenus par le mur et cela préserve la structure contre le déplacement en masse des matériaux. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Alors, vous me dites Alors là, on a la cage métallique. C'est une grille métallique qu'on vient fixer. Est-ce que la vidéo elle est visible pour tout le monde? Oui. D'accord, on a une cage métallique. En fait, ce n'est pas une seule cage, mais c'est plusieurs cages de taille bien déterminée qu'on juxtapose et qu'on fixe rigidement les unes par rapport aux autres. Alors là, on prépare le sol d'assise. Le sol d'assise, il doit avoir un comportement homogène. Donc, remarquez qu'on ne va pas disposer directement sur un sol, mais on va disposer sur une plateforme. Cette plateforme, elle est réalisée en gros béton. Donc, on coule du béton, on compacte le béton pour améliorer son comportement. La zone protégée est recouverte par un géotextile. Ensuite, on dispose les cages métalliques et ces cages métalliques sont comblées ensuite par des cailloux. L'intérêt de cette solution, c'est que les cailloux, ils sont pris directement sur le site. On n'a pas à aller chercher des matériaux bien spécifiques. Ce qu'on cherche ici, c'est uniquement une résistance par le poids des matériaux. Comme vous pouvez le voir, on a installé les grilles, on a installé les cages métalliques, les gabions, disposés les uns au-dessus des autres, donc en fonction de la hauteur voulue. Et ensuite, on comble le vide entre le matériau et le matériau à soutenir. Et ainsi, ça permet de stabiliser un sol et de le maintenir en place tout en permettant une certaine perméabilité parce que lorsqu'il va pleuvoir, l'eau elle va s'infiltrer dans le sol et elle va éventuellement s'écouler latéralement. Et lorsqu'elle va atteindre le mur en gabion, elle va s'écouler à travers le mur de gabion. Pourquoi? Parce qu'il y a des vides entre les rochers et donc ça va assurer une certaine efficacité de cette solution. Donc, revenons à notre présentation. Maintenant, lorsque on est confronté à un massif rocheux, il est tout à fait possible, en utilisant des logiciels spécifiques, d'évaluer les zones à risque. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai un massif rocheux, j'ai de la fracturation. Lorsque j'ai de la fracturation, je peux me faire une idée sur la taille des blocs qui peuvent se détacher à partir de l'analyse structurale de ce massif. Connaissant la taille des blocs et connaissant la topographie du relief, je peux, avec une grande précision, dire quel est le chemin qui sera parcouru par les blocs qui vont se détacher et quelles sont les zones qui seront beaucoup plus affectées par ces déplacements en masse des matériaux. Donc, en gros, la zone de risque, je peux la délimiter tout simplement en analysant les caractéristiques géologiques du site. Alors, ça sera tout pour cette séance. On va continuer la séance prochaine, Inch'Allah. En attendant, je vais vous envoyer cette présentation. Je vais l'envoyer au délégué de classe. Alors, bon, ça sera tout. Merci, au revoir.